Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien, que le son est bon, que la vidéo ça va, que tout s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est OK pour vous, en tout cas au moins sur le son et merci à ceux qui sont déjà connectés. Je pense que voilà, les gens commencent à arriver. Alors hop, sur le chat, qu'est-ce qu'on me dit? Très bien, super. Donc écoutez, merci à tous, d'être présents aujourd'hui donc pour cette animation qui va porter donc sur un thème, qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup traiter, je pense, qui va beaucoup traiter justement du concept même de l'innovation en agroalimentaire, et plus précisément un peu de justement de alors ce qu'on appelle le copycat, hein, mais la copie ou en tout cas l'inspiration de projets étrangers pour les adapter. Alors on va prendre, donc on aura, l'idée de cet atelier, hein, on est là pour environ 1 heure et demie. L'idée, c'est vraiment d'aborder justement, un peu ces concepts autour de l'import de projets, de la question de qu'est-ce qui définit un projet innovant, surtout en agroalimentaire. On sait que, on s'inspire souvent de d'autres projets donc voilà, on aura, justement, notre expert, Mathieu Vincent de Digital Food Lab qui nous fera un peu son analyse de ce sujet, qui nous montrera des exemples de justement de projets qui ont été adaptés avec plus ou moins de succès et puis, analyser un peu les raisons de ces échecs ou de ces succès et puis, plus spécifiquement sur le côté agroalimentaire aussi, on aura l'occasion voilà, de parcourir peut-être des bonnes idées à prendre ou ce genre de choses et puis on finira par, voilà un échange, une partie un peu plus dynamique avec d'autres intervenants, notamment des startups, donc avec, Marina Lemaire qui est la fondatrice d'Archive, Tom Bertrand qui est le cofondateur de Swoop et puis, justement pour le côté, accompagnement de projet, innovation, on aura donc Capucine Maes qui est responsable de l'incubateur Alimentaire qui pourra aussi, voilà témoigner sur ce sujet. Alors très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on organise, alors Clubster NSL et Heures Alimentaire et en partenariat avec Harmonie Mutuelle, une série d'événements pendant l'année. Donc comme on vous le propose aujourd'hui. Donc Clubster NSL rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un réseau, hein, qui accompagne alors notamment les entreprises, mais pas que, tous les acteurs de l'innovation, autour alors globalement des sujets, nutrition, santé, humaine, animale et végétale. Donc c'est un réseau national, hein, qui est dédié, voilà, à l'accompagnement justement des entreprises dans leur développement, en organisant des événements, des ateliers, des mises en relation, des groupes de travail, de la veille et cetera. Et voilà, donc comme vous le voyez, le réseau est vraiment, centré autour de tout ce qui concerne la santé, hein, sous toutes ses formes, avec à la fois des entreprises agro, nutrition, médicales, hospitalier, biotech et puis aussi tout ce qui est transversal, silver economy et e-santé. Et puis, Heure Alimentaire également, hein, qui est donc le site d'excellence dédié à l'innovation autour de l'alimentation et qui se matérialise aujourd'hui par un incubateur de start-up justement. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus, pendant la table ronde, mais justement qui accompagne en fait, hein, tous les porteurs de projets depuis l'idée jusqu'à la création et la mise sur le marché des produits. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir sur, l'accompagnement d'heures alimentaires et n'hésitez pas si vous-même vous avez un projet à nous contacter à la suite de l'événement pour en savoir plus. Alors je laisse notre partenaire Harmonie Mutuelle, vous faire un petit mot d'introduction également, sur l'atelier. Bonjour Véronique. Ah, le micro est coupé je crois. Je crois que ton micro est coupé. Ça marchait bien pendant le test, mais là je t'entends pas. Alors comment ça se fait? J'ai pas la main là-dessus. On vient de tester, alors c'est peut-être si tu sors et te reconnectes,
On va essayer ça parce que bon, c'est les aléas du «direct» entre guillemets. Il faut toujours qu'il y ait un problème. Alors oui, je vous ai pas précisé, j'ai oublié donc pendant l'atelier, l'idée c'est aussi qu'on puisse prendre vos questions, et qu'on puisse les transmettre aux intervenants. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est dédié à ça, pour les poser, et donc on les relèvera au fur et à mesure. Super, ça fonctionne Véronique. Est-ce que cette fois-ci, vous m'entendez? C'est bon. Ah, génial. Effectivement, Bon, il fallait que je me déconnecte et que je me reconnecte. bon, bah, c'est souvent comme ça. Je te laisse, la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et effectivement, donc Harmonie Mutuelle a un partenariat avec Euralimentaire depuis 2019 sur ce cycle d'ateliers et a depuis 2021 étendu ce partenariat à l'incubateur Euralimentaire. Donc je suis Véronique Poty. Je m'occupe des relations extérieures pour Harmonie Mutuelle dans les Hauts-de-France. Et pour vous situer Harmonie Mutuelle, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas, Harmonie Mutuelle, c'est à peu près 5 millions de personnes protégées en France et 63 000 entreprises accompagnées, de l'indépendant jusqu'au grand compte, sur 4 métiers cœurs, la santé, la prévention, la prévoyance et l'épargne retraite. Alors bien évidemment, on a un certain nombre de clients dans l'agroalimentaire. Quelques exemples, on travaille avec Aost, avec Charles et Alice, avec Nestlé, avec Enaf. Et Harmonie Mutuelle a fondé également avec d'autres mutuelles partenaires comme par exemple la MGEN ou la MNT, le groupe Vive, qui a tout simplement pour objectif de bâtir un pôle mutualiste de santé et de protection sociale qui est ambitieux, entreprenant et moderne pour répondre aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Et pour vous donner une idée, le groupe Vive, c'est du coup 10 millions de personnes protégées en France, donc un certain poids. Alors, bien sûr, on a chez Harmonie Mutuelle la volonté et on a besoin de nous adapter aux nouveaux enjeux de société. Et donc, on innove chaque jour au bénéfice de nos adhérents, qu'ils soient particuliers, entreprises ou même le grand public. Et donc, on est attaché chez Harmonie Mutuelle à travailler avec et à soutenir les startups. Cette démarche d'innovation, elle se traduit très concrètement à travers de nombreux services et actions en proximité. Je vous donne un exemple très concret. Pour faire face à la problématique qui se développe de déserts médicaux, nous avons acquis la start-up Medoctor.com qui était spécialisée en téléconsultation et maintenant Harmonie Mutuelle propose gratuitement à tous ses adhérents la téléconsultation accessible depuis l'application Harmonie Mutuelle et moi, depuis smartphone ou depuis l'ordinateur, et ce gratuitement. Bien évidemment, on développe le préventif en santé et en accompagnement social avec une prévention qui est individualisée, par exemple avec des applications comme BE by Vivoptime. On développe autant que faire se peut l'intrapreneuriat, donc en interne. On participe activement à des hackathons, des startup week-ends. On organise ou on appuie des événements qui valorisent des idées novatrices comme le SNITEM. Et bien sûr, on soutient l'écosystème des startups avec des partenariats, notamment avec des incubateurs, comme l'incubateur Euralimentaire, ou des réseaux d'accompagnement de porteurs de projets, notamment dans les Hauts-de-France. Nous soutenons Initiative Lille Métropole Nord, nous soutenons également le réseau Entreprendre Nord, et maintenant on a un partenariat national avec le réseau Entreprendre. Alors effectivement, donc on est présent dans les écosystèmes innovants et vous allez me dire, c'est très bien, concrètement, vous faites quoi ou ça prend quelle forme? Alors, on peut aider et accompagner les entreprises innovantes et les porteurs de projets par aussi simplement que de la mise en relation, parfois de la visibilité dans le groupe Vive, grâce à une plateforme qui est dédiée aux startups et aux référents innovation qui sont présents dans les territoires chez Harmonie Mutuelle. Des expérimentations, comme ce qui a pu se passer par exemple pour Medoctor avant d'acheter Medoctor, du soutien métier, mais également des appels à projets. Je pense notamment à Harmonie Boost, qui est une plateforme participative qui a été mise en place pour accompagner les projets liés à la santé au sens large et au mieux vivre au sens large. Donc, je vous invite par exemple à regarder et à jeter un œil pour voir si vous pourriez y répondre. Nous avons également une fondation Harmonie Mutuelle. Alors, elle fait un zoom particulièrement sur les projets innovants
qui favorise l'inclusion sociale des jeunes de 14 à 25 ans. C'est son nouveau mandat, mais peut-être que votre projet peut rentrer éventuellement dedans. Nous participons à des fonds d'investissement. Par exemple, il y a un partenariat entre Harmonie Mutuelle et BPI France sur le fonds d'investissement Passion Autonome. Et nous avons, via le groupe Vive, un fonds d'investissement. Voilà. Donc, on est très heureux d'être partenaire d'Euralimentaire sur cet atelier clé. On vous souhaite un très bon atelier. Et pour ceux d'entre vous qui se lanceraient, on vous souhaite plein de succès dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Merci Voilà. Véronique. Merci Véronique. Je passe la main maintenant donc à Mathieu Vincent, qui va donc. Alors, je vais partager surtout sa présentation. Oui. Hop. Vous m'entendez bien du coup? Ouais, on t'entend bien. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça doit être bon alors. Pour les autres. Allez, je te laisse la parole. Parfait. Hop. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour justement cet atelier, cet échange sur les copycats. Donc, on a intitulé l'art de copier avec style et comment s'inspirer des bonnes et des mauvaises idées pour réussir à trouver la bonne inspiration pour créer sa startup. Avant de commencer, juste 2 mots pour me présenter. Donc Mathieu, cofondateur de Digital Food Lab. Ça fait un peu plus de 10 ans que je m'intéresse à cet écosystème de la foodtech. Avec mon associé Jérémy, il y a 10 ans, à la fin de nos études, on a créé une première startup foodtech qui en fait était une des premières startups foodtech en France. D'ailleurs, le mot foodtech n'existait pas forcément à ce moment-là. On l'a développé, on a levé un peu d'argent, on l'a revendu il y a 4 ans maintenant. Et à ce moment-là, on a fait un constat qui est assez simple, c'est beaucoup de monde se mettait à parler de foodtech, mais la plupart de ces personnes ne venaient pas de l'écosystème entrepreneurial, ils venaient des grands groupes, du conseil, et on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à apporter. Et c'est ce qu'on fait avec Digital Food Lab. Très concrètement, nous, on travaille plutôt avec des grands groupes agroalimentaires pour les aider à toujours être des leaders demain. Et donc, les aider, 1, à comprendre ce qui se passe dans l'écosystème, 2, anticiper à quoi ressemblera le futur, comment s'y préparer, et 3, comment bénéficier de l'écosystème, c'est-à-dire comment agir dessus en investissant, en rachetant des startups, comme ça a été mentionné, ou en créant des collaborations. Ça, c'est toute notre activité. Et puis, par ailleurs, évidemment, on passe beaucoup de temps en tant que coach, board member ou investisseur dans des startups. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être de réfléchir ensemble sur cette notion de copycat. Qu'est-ce qui peut inspirer, qu'est-ce qui est une bonne manière de copier, quelques exemples spécifiquement dans la foodtech, et puis ensuite, un petit peu par plaisir, quelques idées que nous, on a pu voir dans d'autres pays et qui pourraient vous inspirer. Donc, premier point, pourquoi faire un copycat? Donc, c'est assez amusant parce que quand on a parlé de cet atelier il y a quelques semaines avec Pierre-Louis, etc., je me suis dit ça peut être intéressant d'essayer de revenir à une forme d'origine. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit à copier? Il y a souvent cette citation qui est mal attribuée, parfois attribuée à Steve Jobs, mais qui à la base viendrait de Picasso, qui dit que les grands artistes copient, les grands artistes volent. Et en fait, c'est vrai que la copie, au sens littéral du terme, si on revient un peu dans l'histoire à quelque chose de super important. Par exemple, là, je vous ai mis l'exemple de tableau où vous avez le tableau original à gauche et puis toutes les copies réalisées par les élèves du maître qui sont plus ou moins bonnes selon le talent de l'élève. Alors, c'est bien de faire ce genre de copie, mais ça n'apprend pas grand-chose, ça ne crée pas grand-chose. Par contre, et c'est l'autre exemple artistique, c'est non pas la copie, mais le vol, littéralement, mais utile et créatif. Donc, ce que vous avez à gauche, je pense que tout le monde le connaît, c'est les vagues de Kanagawa, donc des artistes japonais 19e siècle. Et en même temps, vous avez du Van Gogh à droite qui s'est très largement inspiré des artistes japonais
des siècles précédents pour créer ces tableaux et réadapter ces concepts dans des univers complètement nouveaux. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous parle d'art ici, au-delà d'un intérêt personnel? C'est vraiment parce que, par conviction, créer une entreprise, pour moi, c'est une forme d'art. Alors, savoir si c'est de l'art ou l'artisanat, ça pourrait être une question et on pourra en débattre pendant longtemps. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'un artiste, en tout cas, apprend ceux qui étaient là avant lui. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont originales dans la vie. Même, il y a quelques génies qui, à un moment, font des ruptures absolument incroyables. Mais la plupart des artistes, et même des grands artistes, n'apportent qu'une touche marginale en s'inspirant et en adaptant des concepts qui étaient présents et parfois présents depuis extrêmement longtemps. Donc, la différence se fait dans la capacité à voler différents éléments, parfois qui n'ont rien de connecté, et à les adapter et à les mixer ensemble. Donc, ça, c'est un peu mon introduction, un peu d'ouverture et sur cette thématique artistique. On va rentrer un peu plus en détail dans le sujet. Comme je vois que vous êtes un certain nombre, ce que je peux vous inviter à faire, c'est poser aussi toutes les questions que vous aurez. Il y a un onglet questions, et donc ça peut être intéressant pour qu'on puisse échanger après cette présentation. Donc, quand on parle de copycat dans une startup, pour nous, c'est une startup qui a adapté ou copié un concept qui existait ailleurs, donc sur une autre géographie, ou alors qui a adapté ou copié un concept qui était présent sur un marché, par exemple de la fintech, vers la foodtech. Et le point clé pour moi, c'est vraiment la notion d'adaptation qui fait vraiment la différence. En effet, simplement copier, donc temps pour temps, a peu de chances de fonctionner. Surtout parce que les consommateurs sont quand même différents d'un marché sur l'autre. C'est-à-dire que si vous copiez quelque chose aux États-Unis et que vous l'adaptez en France, ça a peu de chances de marcher, ne serait-ce que parce que gustativement, si on parle de produits alimentaires, les goûts ne sont pas tout à fait les mêmes. Les Américains vont préférer des goûts un peu plus sucrés, etc., etc. Les Français vont préférer des goûts qu'on va appeler entre guillemets naturels. Donc il y a une adaptation qui est ne serait-ce que nécessaire sur les éléments les plus basiques. Et puis ensuite parce que les marques, la manière de construire les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et le deuxième point, c'est vraiment de voir, parce qu'on parle souvent d'adaptation géographique, c'est-à-dire je prends une idée qui existe ailleurs et je la crée ici, mais il y a aussi toute une adaptation de marché, c'est-à-dire que je prends une très bonne idée qui est présente sur un marché, celui de la finance, de l'automobile, etc., et je peux l'adapter sur un autre marché. Et en fait, ça marche extrêmement bien et c'est assez peu regardé. Et ensuite, évidemment, on peut se poser la question, mais pourquoi copier en effet, parce qu'en effet, il y a beaucoup de besoins qui nécessitent des idées originales. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand un entrepreneur me dit que son idée n'existe nulle part, et que du coup, il ne peut pas me le dire, ou qu'il faut signer un NDA, et que c'est extrêmement confidentiel parce qu'il a inventé quelque chose d'unique, je me dis, soit je suis en train de parler à un génie, un Albert Einstein qui a inventé quelque chose d'incroyable, le 0,01%, ou alors à une andouille qui n'a absolument pas compris que créer quelque chose qui n'a jamais existé ou dont on n'arrive pas à trouver trace, c'est qu'il y a en général des problèmes. C'est-à-dire que si une idée n'existe pas, parfois, il y a des raisons pour qu'elle n'existe pas, juste parce que si on fouille un peu, en fait, on va trouver que 100 000, 10 000 personnes ont déjà essayé de le créer et juste que ça ne marchera jamais. Donc, par en général un ratio de temps, j'ai plutôt tendance à penser qu'on est dans le deuxième cas. Quelques exemples intéressants de cas où on a des copycats avec plutôt des exemples non foodtech pour commencer. Je pense que vous connaissez tous au moins l'un des deux, Mailjet et Mailchimp. Donc, c'est des logiciels qui vous permettent d'envoyer des newsletters, donc de les paramétrer, d'écrire du texte dedans et de les envoyer à votre base d'abonnés. Mailchimp, c'est américain.
et Mailjet français à la base. Ça a été racheté depuis quelques années par un acteur américain. Ce qui est super intéressant, c'est de voir le parcours. C'est pour ça que je vous ai mis cet exemple. Mailchimp, créé en 2001, s'adresse plutôt à un public d'indépendants, de petites agences marketing. C'est extrêmement bien fait, c'est sympa à utiliser, c'est assez cher, mais beaucoup moins cher à l'époque que les services massifs qui existaient. Et Mailjet, créé en France en 2010, avec l'idée de créer un copycat low cost à Mailchimp. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution de Mailjet. C'est-à-dire que Mailchimp est resté constant dans ses activités, mais Mailjet est devenu de plus en plus, grâce à cette activité low cost, en fait, un outil d'envoi non pas de quelques emails, de quelques milliers ou dizaines de milliers pour des petites entreprises, mais devenu un outil pour des grandes entreprises qui font des campagnes assez massives. Et on voit une différenciation avec une stratégie qui est de plus en plus B2B jusqu'au rachat. Et donc, en fait, on part d'un postulat. On va créer un copycat adapté à un marché qui a plutôt une envie de produits low cost sur ce sujet-là. Et en fait, l'histoire nous emmène à être une entreprise complètement différente. Autre exemple, moins réussi, toujours avec une adaptation US-France. D'un côté, LinkedIn, que tout le monde connaît, et de l'autre côté, Viadeo, que, a priori, plus personne n'utilise aujourd'hui. Et là, avec la question de départ, c'est est-ce que copier avait un sens? Alors, certainement au début, mais on est dans le cas précis où il ne peut, par définition, sur un effet de réseau, n'y avoir qu'un gagnant. C'est un peu l'exemple Dailymotion YouTube, mais encore porté encore plus à l'échelle sur un réseau professionnel. C'était assez évident qu'il y avait un gagnant à la fin. Et du coup, le copier, avec du retard, dans un pays qui traditionnellement va mettre moins de moyens sur le sujet, en effet, à froid 10 ans plus tard, ça semble évident que le sujet ne pouvait pas fonctionner. Troisième exemple, toujours, vous l'avez vu avec ce prisme US-France. D'un côté, Birchbox, donc que je pense que vous connaissez tous, vous avez tous vu les affiches, donc des box d'abonnement pour des produits de beauté, plutôt une cible féminine, et Jolibox, copie assez éhontée créée en France. Là, c'est vraiment de la copie. Jolibox, créée en 1 an après Birchbox. Histoire assez amusante parce que là, on est vraiment dans le cas de la copie qui se fait pour être rachetée. Donc là, on fait une copie pure et notre objectif est de se faire racheter par l'acteur américain ou le leader. Mais on est dans un cas où le rachat finalement se passe pas si bien et où la startup française redevient indépendante. Donc, mais point notable, c'est que si vous faites un copycat dans le but de vous faire racheter, par contre, vous devez croître suffisamment pour valoir suffisamment cher pour que l'acteur leader, en général américain ou d'un autre pays, veuille vous racheter et n'ait pas besoin on va dire, de lui-même s'implanter sur le pays, de vous concurrencer, etc. Là, on était à la limite et on n'a pas forcément eu un succès au moins financier pour les investisseurs et les créateurs. Donc, peut-être quelques questions clés à se poser sur ce sujet de copier avec style et de comment bien copier. Se poser peut-être quelques bonnes questions, en tout cas de mon côté. Et à mon avis, c'est il n'y a pas de savoir à savoir si c'est bien ou mal de faire un copycat. C'est une question qu'on entend souvent. Est-ce que c'est mal de copier? Est-ce que ça a plus de valeur? Ça, je pense que c'est vraiment pas du tout, en tout cas, une question à se poser. Mais la vraie question, à mon avis, c'est de la retourner, c'est si je fais la copie de cette startup ici, je prends cette startup, je l'adapte en France, est-ce que si quelqu'un d'autre fait la même chose, j'ai un élément additionnel, un avantage qui fait que moi, je suis sûr de pouvoir mieux le copier, mieux l'adapter ici. Donc, quel est mon avantage concurrentiel face à d'autres personnes qui auraient la même idée de copie? Ça me semble être une bonne question à laquelle il faut pouvoir répondre. Et en général, les entrepreneurs avec
qui on discute, qui sont des claires copies d'autres sujets, n'ont pas la réponse à cette question. Deuxièmement, c'est est-ce que le marché est prêt? Parce que c'est toujours la même chose, hein, quelque chose peut fonctionner, et on verra un exemple tout à l'heure aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais on n'est pas encore au moment où ça peut marcher en France. Ensuite, c'est quelles sont les adaptations nécessaires pour le marché. Est-ce qu'on doit passer, on verra aussi un exemple du sucré au salé, est-ce qu'on doit changer des goûts, est-ce qu'on doit changer une texture, est-ce qu'on doit changer un modèle économique pour s'adapter à un marché qui est différent. Et enfin, est-ce que la startup copiée peut arriver et comment? Est-ce qu'elle peut arriver facilement? C'est le cas de LinkedIn, hein, sans effort. Finalement, c'est un effet de réseau et c'est présent sur Internet. Ou alors, est-ce que c'est un produit, il lui faudra des années et j'ai du temps? Et souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il est nécessaire de mieux connaître le concurrent que soi-même. C'est-à-dire que c'est difficile, c'est encore une fois, je le vois, de copier une startup. Et moi, la première question que je pose, c'est OK, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez testé le produit? Est-ce qu'il fonctionne? Ah non, on l'a vu sur Internet. C'est une limite. On va dire, il faut mieux connaître le concurrent que lui-même ne se connaît et que vous connaissez vous-même. Il faut avoir testé le produit, il faut y avoir été, il faut avoir vu dans quel magasin il était présent, il faut avoir demandé à les consommateurs, si on parle d'un produit alimentaire, dans un supermarché, pourquoi ils l'achètent pas. Sans avoir ces, on va dire, des informations de base, je vois juste pas l'intérêt de commencer. Et enfin, même si on parlera tout à l'heure de quelques idées, où trouver les idées? Ça peut être en effet une bonne question. Tout simplement, c'est présent sur Internet. Là, on a maintenant des services extrêmement nombreux qui référencent les levées de fonds des startups, ce qui est en général un très bon indicateur de savoir s'il se passe quelque chose. Beaucoup de médias orientés économie ou startup qui vont vous dire, tiens, telle startup est en croissance, elle a atteint tel palier de chiffre d'affaires, de levée de fonds, etc., etc. Suivre cet écosystème d'innovation pendant des mois ou des années devrait vous aider à identifier à un moment donné quelques bonnes idées qui vous permettraient de vous dire, tiens, là, il y a quelque chose potentiellement et ça vaut le coup de le creuser. Et en fait, le seul insight, c'est d'arrêter à un moment donné de lire l'information économique, l'information startup en français, mais de la lire tout simplement en anglais, de regarder comment ça se passe ailleurs. Et il y a on va dire, il y a peu de sources aussi bonnes, par exemple, que le FT pour ça, notamment pour voir ce qui fonctionne à l'étranger. Deuxième point, un peu plus rapidement, on va regarder deux exemples spécifiquement foodtech que je trouve intéressants, avec toujours ce prisme US-France. Et d'ailleurs, on pourra peut-être revenir ensemble dessus pendant les questions, mais c'est évident que les idées de copycat sont plutôt allées chercher aux États-Unis que dans d'autres pays. Parce que c'est là où il y a le plus d'innovation, de levée de fonds, de choses qui échouent et de choses qui fonctionnent. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est à gauche Soylent, une marque donc de substituts repas liquides, et à droite Feed. Et vous avez d'ailleurs les premiers packshots, le marketing initial de Feed, où vous pouvez voir une bouteille qui ressemble beaucoup, je vais dire trop, même d'un point de vue légal à l'époque, à la bouteille américaine. Donc là, on est vraiment sur la copie, avec ce qui est intéressant de voir, une forme de cycle de cette idée du repas liquide ou du repas en poudre, avec Soylent créé aux États-Unis en 2012, Huel, qui est leader aujourd'hui en Europe et surtout au Royaume-Uni, créé en 2014, Feed, créé en France en 2016, et l'acteur allemand leader aujourd'hui sur son marché, YFood, créé en 2017. Et en fait, cette temporalité, elle est assez vraie pour beaucoup de produits. C'est-à-dire qu'il va falloir 2-3 ans à ce qu'une idée qui commence à fonctionner aux États-Unis passe à l'Atlantique et arrive au Royaume-Uni et aussi aux Pays-Bas, puis 1-2 ans pour que ça puisse fonctionner en France, puis peut-être parfois une année ou deux pour d'autres pays européens. Donc cette temporalité, elle est assez intéressante et juste à considérer, vous pouvez voir qu'elle marche pour pas mal de sujets. Ça peut vous aider aussi à savoir que si vous aviez lancé un substitut de repas liquide en France en 2012, le succès n'aurait pas forcément été au rendez-vous, parce qu'il y a une notion
time to market qui est assez essentiel. Et ensuite, il y a la notion de l'adaptation. C'est-à-dire que le marché américain n'est pas le marché français. Donc, il y a des vraies différences, par exemple, entre les deux gammes de produits qui sont assez essentielles pour pouvoir marcher sur une base française. Pas de soja, des produits qui sont plus salés que sucrés, l'extension vers le snacking, du solide plutôt que du liquide, etc., etc. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est que copier au début permet d'aller très vite, donc en quelques mois, de sortir un produit. Et ensuite, vous devez réfléchir et adapter à votre marché le plus rapidement possible. Deuxième exemple, plus rapidement, vous avez à gauche Oli, donc des bonbons qui contiennent des compléments alimentaires américains, donc créés en 2012 ou 2016, j'ai un doute dans ma tête, je crois que c'est 2016, donc aux États-Unis, revendus en 2019 pour un peu à environ 500 millions de dollars à Unilever. Donc, un succès absolument incroyable, extrêmement rapide, des centaines de millions de dollars de ventes. Et vous avez à droite les miraculeux, et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'autres exemples maintenant en France, des compléments alimentaires sous forme de bonbons, lancés en 2020. Donc, une copie assez claire du produit, avec aujourd'hui une gamme qui commence tout juste un an après à diverger de la gamme américaine pour aller vers plus de diversité. Donc, toujours la même histoire, copier très fortement au début, puis ensuite commencer à diverger et arriver au bon moment. C'est-à-dire que des bonbons qui contenaient des compléments alimentaires, et c'est ça, je pense, le point notable, il y en avait déjà en France depuis plusieurs années, mais aucun qui avait réussi à décoller. Et c'est juste parce qu'il y a eu ce timing, ce décalage de 3-4 ans, qui fait qu'à un moment donné, ça peut commencer à fonctionner sur le marché français. Et donc, en conclusion, peut-être de cette partie sur comment copier, entre guillemets, avec style et surtout adapté à la food tech, l'exécution est la chose la plus importante, donc la manière, la vitesse à laquelle vous allez exécuter. Les bonnes idées, donc les notions de copycat, à un instant donné, c'est un petit peu comme une mode dans l'air, elles arrivent en grappe, c'est-à-dire que vous allez avoir à un instant donné 4, 5, 6 startups qui en vraiment 2 à 3 mois vont vous contacter, vont vous dire « Ah, mais j'ai cette idée et je suis en train de l'adapter en France. » Et c'est toujours la même chose. Ça fonctionne en grappe. Et donc, ce qui fait la différence entre les 5 ou 6 entrepreneurs, c'est leur capacité à exécuter, à aller vite et à bien réaliser ce qu'ils font. Donc, pas forcément aller vite et à mettre un produit moche sur le marché ou qui ne fonctionne pas, mais aller vite et à faire quelque chose de bien. Donc, encore une fois, c'est une notion de vitesse. Lancer un copycat, objectivement, à partir du moment où vous avez une idée, c'est-à-dire que, surtout sur un produit, parce que là, on fait ce webinaire et j'ai choisi d'être plutôt dans une thématique produit et pas forcément B2B, donc des choses plutôt simples à expliquer. Mais si vous avez un produit alimentaire, en moins de 6 mois, pour moi, il doit être sur le marché. C'est-à-dire que vous avez quelques semaines pour trouver un laboratoire auquel vous allez donner la recette, le pot de l'équivalent américain, qui doit vous en sortir un en 1 à 2 mois. Vous devez trouver un copacker qui va vous le fabriquer, une agence de design qui va vous faire un pack assez sympathique, et puis en même temps commencer au bout de 3 mois une campagne Ulule, et au bout de 4-5 mois, vous avez envoyé les premiers produits à des clients, et si vous êtes bon, vous êtes présent au bout de 6 mois sur votre site internet, en D2C, en vente en ligne. Et si vous avez eu un vrai succès, notamment dans la campagne Ulule, vous devez déjà avoir 2 ou 3 retailers qui commencent à vous appeler. Donc, il y a une vraie, aujourd'hui, importance à exécuter bien et vite, notamment parce qu'il y a une différence fondamentale. Je vous disais tout à l'heure que ça fait 10 ans qu'on est dans cet écosystème. Il y a 10 ans et même il y a 4 ans, un copacker, et il ne voulait pas faire de choses avec des startups. C'était des trop petits volumes. Maintenant, ils sont tous
volontaires pour faire des choses avec vous, ils font l'avance de trésorerie, ils sont super intéressés. Il y a des logisticiens qui outsourcent absolument tout, donc vous n'avez absolument rien à faire en termes de packaging, etc. vous-même. Donc, c'est important d'aller vite. Et évidemment, dernier point, aller vite ne veut pas dire faire un mauvais produit, surtout quand on parle d'alimentaire. Vous ne le voyez pas, mais devant moi, j'ai mon bureau qui est rempli de produits de start-up qu'on m'a envoyé, des choses qui se sont lancées très rapidement, mais qui sont juste pas bonnes. Donc ça, c'est vraiment le critère clé quand on fait de l'alimentaire. Oui, il faut aller vite, mais il faut quand même faire quelque chose qui soit bon, parce qu'il n'y a pas de deuxième impression sur un produit alimentaire. Donc, c'est comme je vous le disais, il n'y a pas de bonnes idées, au sens littéral, de bonnes idées magiques que vous seriez le seul à exécuter. Pour moi, copier, voler une idée, c'est super important dans un parcours d'entrepreneur parce que c'est plus facile de commencer par là que d'avoir une idée de génie que personne n'a fait. Tout simplement, mon raisonnement est le suivant. Créer une entreprise, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On n'apprend pas ni dans une école, ni nulle part, ni en étant salarié. Et que du coup, avoir au moins quelque chose de solide sur lequel s'appuyer, c'est-à-dire une idée qui a fonctionné ailleurs, ça fait déjà un pied qui est stable alors que tout le reste est mouvant. Je vais vous proposer 5 idées, 5 plus 1 pour être précis. Encore une fois, plutôt B2C, facile à imaginer. Beaucoup d'autres choses techniques, B2B sont évidemment extrêmement intéressantes, auraient pu être mises ici, mais ma volonté était d'avoir des choses plutôt simples. Je ne garantis pas le succès de aucune de ces idées. Certaines personnes sont certainement déjà en train de travailler sur ces idées en France, peut-être même qu'il existe des startups et que je ne les connais pas. Mais en tout cas, si vous vous lancez sur une de ces idées, appelez-moi. Je serais plus qu'intéressé pour en entendre parler et travailler dessus. Donc, l'idée, ce sont 5 idées simples qui pourraient être copiées facilement en Europe et en France spécifiquement. On a mis d'ailleurs un petit onglet sondage que vous pouvez voir en haut à droite. Vous pouvez, entre guillemets, voter pour l'idée que vous préférez. On pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure dans la partie questions. Donc, première idée, les meal kits épices. Vous connaissez tous les choses comme Kitok, les meal kits qui vous envoient tous les ingrédients pour la semaine. Ça n'a pas été un très gros succès en France jusque-là, que ce soit Kitok, HelloFresh ou les autres, pour tout un tas de raisons. Mais une des raisons principales, c'est que le coût de la logistique est exorbitant en France, la logistique fraîche, notamment parce qu'il n'y a qu'un acteur. Il y a un sujet qu'on trouve très intéressant. Vous pouvez regarder à gauche Simply Cook au Royaume-Uni, qui en fait vous envoie les fiches recettes et juste ce qui fait la différence dans la recette, c'est-à-dire les épices, les petites herbes, les aromates, les petits add-ons que vous allez mettre sur la recette qui vont faire la différence. Et finalement, vous pouvez tout simplement aller faire les courses à partir de la liste qui vous envoie, qui est bien conçue pour ça, et vous recevez chez vous et les recettes et les épices. Et du coup, c'est un envoi par la poste et c'est quand même beaucoup plus rapide que d'envoyer l'ensemble des ingrédients. Et du coup, beaucoup moins cher pour le consommateur aussi à la fin. Donc, tout le monde est gagnant. Simply Cook, c'est un beau succès. Ça a été racheté par Nestlé il y a quelques mois, il y a 2 mois. Et ça existe depuis 4 ou 5 ans. Donc, beau succès au UK, avec aussi d'autres choses équivalentes en Allemagne. Deuxième thématique et deuxième idée à copier, c'est tout ce qui est autour du chou-fleur. Extraordinairement gros succès aux États-Unis. Ça commence au Royaume-Uni, ça n'existe pas en France, en tout cas pas à ma connaissance présent sur les étagères. Donc c'est tout simple. L'idée, c'est de faire des pâtes à pizza. À la base, c'est l'idée de départ à partir de chou-fleur. Donc de faire une promesse absolument incroyable pour tous ceux qui aiment, comme moi, les pizzas. C'est-à-dire, vous avez une pâte à pizza prête à être consommée à base de chou-fleur et donc quelque chose qui contient moins de 150 ou 200 calories dans la pâte à pizza. Donc l'idée que vous allez pouvoir manger une pizza entière avec la pâte et puis ce que vous allez mettre dessus pour 400 ou 500 calories. Et donc vous avez
un repas beaucoup moins calorique à la fin en ayant quand même mangé une pizza. Donc une énorme promesse. Et évidemment, derrière beaucoup d'autres produits construits à partir de chou-fleur. Et donc ça vous permet aussi, au-delà de cette sorte de pizza, de réduire votre consommation de glucides, ce dont on sait que évidemment pose tous les problèmes avec de diabète, de surpoids, etc., sont liés à une surconsommation de glucides dans la population générale. Troisième sujet que j'ai coupé en deux, la notion de sport personnalisé. Donc, je vous ai mis deux idées. Une à gauche qui s'appelle Gainful, qui est de la protéine personnalisée pour sportifs. Donc, on voit beaucoup de startups qui font des sujets de protéines végétales en ce moment. Je pense qu'il y a un véritable intérêt sur un positionnement plus premium à faire de la protéine personnalisée. À droite, c'est des sachets, c'est une autre startup américaine pour les personnes qui font des entraînements de vélo, mais vous en avez aussi pour la course. Donc, le petit sachet personnalisé que vous allez prendre avant ou après votre entraînement, qui va vous apporter tous les bons nutriments adaptés à votre pratique sportive. Donc, avec des positionnements prix plutôt élevés. Et vous pouvez faire l'équivalent, mais en version massive, donc non plus pour un public premium, mais là pour un public quasiment, on va dire, low cost, pour on va dire nos amis de la salle de sport qui y vont tous les jours, donc avec Muscle Food, une startup anglaise qui du coup vend tous les éléments en quantité pour la salle de sport et pour prendre le plus de muscles possible. Donc, avec à la base des packs de dinde à des prix qui défient toute concurrence. Quatrième idée, la glace allégée. Donc, Halotop, qui existe depuis 5 ans maintenant aux États-Unis, avec une promesse simple, écrire en énorme sur le packaging le nombre de calories, et donc des pots à moins de 250 calories, à moins de 300 calories, pour pouvoir prendre un pot de glace non plus comme quelque chose d'indulgent que vous allez consommer partiellement à la fin d'un dessert, mais le pot entier devient lui-même un snack. Donc un changement radical de consommation, un énorme succès aux États-Unis et des dizaines de copies partout. Et aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on a vu, rien qui ressemble en France. Donc idée assez simple aussi à lancer. Et dernier point, du retail pour les produits en fin de cycle. Donc avec deux idées différentes, mais tout aussi intéressantes. À gauche, Imperfect Foods aux États-Unis, qui va vous envoyer dans des box sur abonnement des produits abîmés, donc fruits et légumes plutôt. Et là où il y a une différence par rapport à ce qui est l'existant, c'est que c'est quand même vous qui composez la box avec les produits que vous souhaitez. Et donc un argument de discount. Et à droite, une startup suédoise qui s'appelle Smart, qui est donc sur des produits en fin de vie. Donc c'est typiquement des packaging abîmés, des packaging mal imprimés, des produits qui ne se sont pas vendus ou alors sur lesquels il y avait un packaging où il était écrit Noël alors qu'on est en mars, etc. etc. Donc, c'est du produit en fin de vie, non frais. Très gros succès. Donc, déjà présente en Suède, comme je vous l'ai dit, au Danemark, en Allemagne, et a levé récemment des fonds pour s'étendre dans des nouveaux pays. Donc, deux idées pour aller surfer sur cette vague en ce moment de l'anti-gaspillage, donc en fournissant ces ingrédients directement aux consommateurs. Voilà les quelques points que je souhaitais partager avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. On va pouvoir les voir ensemble. Et entre-temps, si vous souhaitez aussi vous abonner à notre newsletter sur digitalfoollab.com, ça vous donnera des insights réguliers sur la foodtech, ce qui peut se passer dans cet écosystème, et puis aussi les analyses qu'on peut faire sur différents éléments. Par exemple, ce matin, on a publié une newsletter sur toutes les licornes de la foodtech, donc les 48 startups valorisées plus d'un milliard dans cet écosystème. Peut-être Pierre-Louis, s'il y a des questions. Alors, ça arrive, il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Là, j'en ai une. Donc, quel est l'investissement moyen nécessaire pour tester un concept localement ?
Alors, pour commencer, aujourd'hui, une startup produit, donc je parle vraiment de lancer un produit agroalimentaire, l'investissement est devenu vraiment réduit. Je dis, si on exclut le fait de payer l'entrepreneur, donc de vous payer vous-même, je dirais aux alentours de 20 000 euros. Donc avec 20 000 euros, on peut faire quelque chose de correct, financer une pré-série, faire une campagne Ulule, tester le concept, etc., etc. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je regarde dans le chat aussi, mais alors dans le sondage, on en est. C'est le projet retail et chou-fleur qui arrive en tête pour l'instant. Tout le monde n'a pas voté, mais n'hésitez pas à continuer. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais inviter en attendant les participants à la table ronde. Mais voilà, on a encore un peu de temps pour répondre et sinon on enchaînera effectivement avec les échanges. Donc je vais inviter. Sinon, entre-temps, il y a une question sur les taux de réussite et d'échec. On n'a pas de... en fait, nous, on mesure des taux de réussite ou d'échec, mais une fois quand même que les projets sont, entre guillemets, lancés. Donc, on n'a pas de taux de réussite ou d'échec pré-lancement, etc. Il y a beaucoup de casses avant d'arriver sur le marché, étrangement. Toute cette époque ou période qu'on mentionnait sur le fait d'aller vite, d'aller voir des partenaires, de lancer le produit, il y a quand même beaucoup de startups pour qui s'arrêtent juste là en fait. Donc c'est peut-être là où il y a le plus d'échecs, en fait, de gens qui n'arrivent juste pas à avoir un premier produit. Mais de tête, je dirais un taux d'échec à ce moment-là entre la personne qui commence à dire qu'elle veut lancer un produit qui arrive vraiment en retail, donc il y a un minimum de succès, qui arrive dans un supermarché, je dirais 80% d'échecs. Donc c'est extrêmement élevé sur le produit, parce qu'il y a quand même il y a déjà beaucoup de monde. Donc il faut faire un produit qui soit meilleur que l'existant, et ça, c'est pas si simple. Alors là, il y a encore quelques autres questions. On peut peut-être en prendre encore une ou deux. Existe-t-il des exemples de réussite de copycat au niveau européen, c'est-à-dire sur plusieurs marchés? C'est une grande difficulté, comme je l'ai montré sur, par exemple, de Feed. C'est qu'une idée, c'est que l'Europe est quand même vraiment séparée en plein de marchés très différents. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez l'idée qui est super bien aux États-Unis, mais vous allez avoir des gens plus ou moins en même temps qui vont les créer dans tous les pays européens. Et donc, par exemple, pour prendre l'exemple de Feed, vous avez un Feed en France, Yule au Royaume-Uni, YFood en Allemagne. Et globalement, vous arrivez à 3 startups équilibrées qui essayent un petit peu de se battre les unes contre les autres au Royaume-Uni, en France, etc. Mais en fait, c'est un jeu à somme nulle et c'est un peu fini. Donc, c'est plutôt rare qu'un copycat arrive à aller à une échelle européenne, en tout cas dans le passé. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que sur des marques D2C, donc des marques vendues online, il y a une capacité à accélérer beaucoup plus vite. Donc, on a bon espoir de voir quelques sujets émerger à une échelle européenne dans les prochaines années. Ce qu'il faut voir encore une fois, c'est que ce que je disais, il y a 3 ou 4 ans, lancer une marque, c'était très dur parce que les copackers, les distributeurs, les logisticiens n'étaient pas trop au fait que des startups lancent des marques. C'est nouveau. Ça accélère et donc on peut s'attendre peut-être à avoir des succès européens. J'ai quelques noms en tête dans 2, 3, 4 ans. Ok, merci. On va prendre une dernière question avant de passer à la table ronde. Alors, c'était dans le chat. Où trouves-tu tes sources? Et est-ce que voilà, le fait, par exemple, d'aller régulièrement à l'étranger pour se tenir informé des produits qui fonctionnent sur le marché, c'est quelque chose que toi, tu peux faire ou... Oui, alors 2 choses différentes. Les sources, comme je le disais, c'est
toute façon, c'est toujours la même chose, c'est de l'intérêt. C'est de passer son temps libre à lire ce que des startups font et notamment à regarder les médias qui parlent de startups. Donc, il y a 5 ou 6 médias qui parlent de startup food. Voilà, il suffit d'être abonné, de les lire. Et puis, dès qu'il y a quelque chose, en général, une idée qui, par exemple, les 5 que je vous ai mentionnées, c'est 5 idées que j'ai vues, j'ai entendu parler des produits et je me suis dit, ah, ça, c'est une idée qui résonne, qui me plaît, où je me dis, il y a quelque chose à faire. Mais c'est au milieu de centaines ou de milliers d'idées où je me suis dit, bon, bah là, je vois pas quoi en faire, je vois pas si on pourrait en faire quoi que ce soit. Et puis ensuite, l'idée très conso. Alors ça, c'est juste moi perso, mais oui, moi j'aime bien, quand je visite un endroit, je vais toujours faire un tour au supermarché. Regarder, par exemple, comment sont les rayons, qu'est-ce que les gens achètent. Et c'est super intéressant parce que quand vous allez dans une station-service en Estonie, bah, vous voyez quand même que vous avez un achalandage de produits qui est quand même pas du tout le même que le nôtre. Avec, et on se dit, tiens, d'ailleurs c'est un pays qui est un peu plus en avance en termes de culture culinaire, enfin de choses qui vont nous arriver. Vous avez un rayon énorme de snacks protéinés. Enfin, c'est incroyable, dans n'importe quelle station-service, au fin fond de l'Estonie, quand vous êtes paumé, il y a ça. Et ben, vous dites, bon, là, il y a peut-être quelque chose, et en effet, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France. Et ça permet de remettre en cause les habitudes et les certitudes qu'on a. Donc, c'est surtout pour ça que c'est intéressant. De la même manière, vous allez au fin fond du sud du Portugal, vous avez un rayon végétal qui est 10 fois plus grand que dans n'importe quel hypermarché français. Donc, vous dites, ah, on passe peut-être à côté de quelque chose ici. Donc voilà, c'est au moins intéressant intellectuellement. Voilà. Mais il faut aimer. Enfin voilà, encore une fois, on se lance dans un sujet parce qu'on aime ça. Sinon, si on fait ça que par calcul, faut vraiment avoir baqué ça par une étude de marché un peu sérieuse. Ça marche. Merci Mathieu. Alors il y a d'autres questions, mais on pourra peut-être y répondre plus tard ou y répondre par écrit, hein. L'événement reste en ligne pour le moment. On va passer à la table ronde. Donc merci à nos différents intervenants, hein, d'être là. Donc peut-être on peut faire un rapide tour de table pour vous présenter qui vous êtes, quel est votre quel projet vous développez ou quelles sont vos missions. Et puis je te laisserai Mathieu animer sur la partie question. Peut-être Marina, tu peux commencer? Oui, ça marche. Bon, bonjour à tous. Je suis Marina Lemaire, j'ai 28 ans, je suis la fondatrice d'Archive. Archive, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le vinaigre de cidre. Voilà, je développe plus tard, de façon plus précise. Non, vas-y. Ok, ça marche. Alors, pour vous expliquer un peu l'histoire, du coup, moi, j'ai décidé de lancer Archive à la suite de problèmes digestifs et cutanés que j'ai rencontrés, comme pas mal de femmes de mon âge, après l'arrêt de la pilule, plein de problèmes de santé qui arrivent. Et je montais dans l'échelle des traitements allopathiques et il n'y avait rien qui fonctionnait. Je me suis tournée vers des alternatives naturelles et un peu par hasard, je découvre le vinaigre de cidre et tous les bienfaits. Et en fait, je commence à en prendre en usage externe, en interne, et je vois juste des résultats exceptionnels. Ma vie se métamorphose, enfin c'est peu de le dire réellement, ça a eu un gros impact sur ma vie et je commence à en faire prendre à toute ma famille et je vois que ça améliore des problèmes de diabète de mon père, des problèmes de transit qu'il pouvait y avoir, de digestion, etc. Bref, je me rends compte que y a plein de vertus à ce produit-là et surtout que ça suscite un intérêt à chaque fois que je parle du vinaigre de cidre et que tout le monde le connaît, mais personne, en tant que condiment, mais personne ne va vraiment exploiter c'est bien fait et tout le monde commence à me poser des questions. Je vois qu'il y a un engouement à chaque fois que j'en parle. Donc, passion pour le sujet et je me rends compte qu'en fait, c'est une institution dans plein de pays du monde et qu'il y a pratiquement qu'en France où on ne voit que le vinaigre de cidre comme un condiment. Et du coup, de là, je me décide de lancer Archive. Et mon objectif était de faire prendre du vinaigre de cidre, d'outrepasser les préconceptions qu'on avait sur le goût et l'odeur. Alors, il y a quand même des aficionados en France du vinaigre de cidre qui allaient jusqu'à importer des produits américains, voyant qu'on n'avait pas d'offre qualitative en France et puis qu'on n'avait pas d'infos, quoi. Et que les Américains étaient quand même très en avance. Donc, c'était une hérésie que des personnes qui veulent prendre soin d'eux naturellement importent des produits via Amazon, qui plus est américain, sur un produit aussi connu que le vinaigre de cidre en France, quoi. Donc voilà, mon aventure a commencé comme ça, avec des problèmes personnels, de me rendre compte qu'il y avait un vrai besoin, un vrai marché, et voilà. Ok, merci. Peut-être Tom, toi aussi, expliquer un peu ton parcours et puis ton projet.
Yes, donc bonjour à tous. Moi, c'est Tom Bertrand, je suis cofondateur de Swoop. Globalement, Swoop, c'est donc des préparations qui permettent de transformer l'eau du robinet en boisson pétillante, aromatisée, ayant des bienfaits sur la santé. On va dire que l'idée du projet, c'était plutôt une intuition. En fait, j'avais eu une première expérience entrepreneuriale au Brésil, à la suite de laquelle je suis rentré en France. Et donc, j'ai changé de projet. À mon retour en France, en fait, j'en avais au Brésil, finalement, une eau du robinet qui est pas vraiment potable. En tout cas, c'est très peu conseillé de la boire. Et donc, on consommait régulièrement des bouteilles en plastique pour s'hydrater. Sauf que je suis pas un fan de ça. Je suis assez sensible aux sujets environnementaux. Et en fait, à mon retour en France, je vois plusieurs études et en fait, je m'aperçois que on reste un des principaux pays consommateurs de bouteilles en plastique, malgré le fait qu'on ait une eau du robinet qui soit potable, qui soit contrôlée. Et donc, j'étais un peu surpris, mais en même temps, pas forcément 100% étonné non plus, parce que je suis quelqu'un qui essaye de faire attention à son hydratation et de manière générale à ma santé. Mais je suis pas non plus un grand fan de l'eau, et donc je consomme diverses boissons, on va dire, non alcoolisées, mais pour changer un peu de l'eau. Et donc, souvent, en fait, on s'aperçoit finalement que beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont des alternatives à l'eau sont souvent dans des bouteilles en plastique. Et en fait, en creusant vraiment le sujet, on s'aperçoit vraiment que en effet, il y a un premier sujet sur les eaux minérales en bouteilles plastiques, mais il y a vraiment aussi un énorme sujet sur toutes les boissons alternatives qui sont aujourd'hui trop souvent dans du plastique. Donc, j'ai commencé un peu à me poser cette question, chercher des alternatives. Forcément, la réponse un peu évidente, c'est aujourd'hui les machines à soda avec SodaStream, mais d'autres alternatives. Sauf que voilà, moi je vis en appartement, donc déjà pas forcément la place. Je suis plutôt tête en l'air, donc pas forcément envie d'aller chercher des consignes tous les jours. Je vais pas y penser d'aller rechercher ma cartouche de gaz ou des choses comme ça. Je me déplace pas mal, on voyage de temps en temps, pas forcément non plus pratique à emmener. Donc pas convaincu de la solution, et notamment du côté écologique, puisque finalement c'est quand même une machine qui est produite à l'étranger. C'est des cartouches, on sait pas trop comment c'est recyclé, tout ça, donc pas convaincu. Et donc je me penche sur la question, je me dis ok, mais comment on fait de l'eau, enfin des boissons pétillantes, finalement c'est ni plus ni moins que du CO2 qui est dissous dans de l'eau, et donc finalement pourquoi on viendrait de l'injecter avec une machine alors qu'on pourrait le créer à l'intérieur de la bouteille. Donc voilà, je commence à réfléchir à comment le faire, et finalement c'est lors d'une discussion avec ma grand-mère, donc pas du tout un truc où on s'attend à aller chercher de l'innovation, qui me dit mais quand j'étais petite, mes parents ils faisaient de l'eau pétillante avec des sachets qui versaient dans des bouteilles d'eau. Et donc là, ça fait un peu tilt, je me renseigne. En fait, ces produits-là, c'est ce qu'on appelait les litinés du docteur Augustin. C'est un produit qui existait depuis des années, tout début 20e siècle. Et donc, je me suis dit, ok, on va déjà regarder ce que c'est. Alors, manque de bol, le produit n'existe plus depuis. Et donc, en me renseignant, en fait, j'ai pu constater qu'il y avait des équivalents à peu près en Italie notamment. On a trois grandes marques, Hydrolitina, Frizzina et Cristalina. Cristalina, par exemple, c'est porté par le groupe Ferrero derrière, qui sont des sachets de poudre qui permettent de faire pétiller l'eau. Donc, on les a testés et en fait, on s'aperçoit, le constat que j'ai eu, c'est deux choses. C'est que finalement, ça pétille très peu et c'est très, 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 très salé. Et donc, en fait, l'idée, c'était après d'adapter ces solutions-là pour un marché français, tout en apportant aussi des saveurs un peu originales pour vraiment créer de la diversité, créer une nouvelle expérience et des aspects nutraceutiques, parce que on voulait aussi créer une alternative saine à l'hydratation. Voilà un petit peu le concept. Et Capucine, peut-être quelques mots sur Euralimentaire. Oui, bonjour à tous. Donc, Capucine Math, je suis responsable de l'incubateur Euralimentaire. Donc, en quelques mots, Euralimentaire est un incubateur foodtech de la région Hauts-de-France rattaché à Eurasanté, pardon. Depuis la création, il y a bientôt 4 ans, on a accompagné plus de 50 startups, ce qui représente la création de plus de 150 emplois et on approche des 10 millions d'euros de fonds levés. On propose un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets innovants sur le secteur de l'alimentation du futur, c'est-à-dire aussi bien tout ce qui est nouveaux produits, nouveaux ingrédients, process, services. Donc voilà, et on est aussi sur tout ce qui est nutrition personnalisée. Super. Peut-être la première question que j'ai pour vous trois, en reprenant l'ordre, Marina, Tom et Capucine, c'est juste en quelques mots par rapport à la présentation. Est-ce que
j'ai pu vous montrer. Est-ce que vous avez soit des questions, mais surtout peut-être des retours critiques ou avis plutôt nés de vos expériences personnelles pour Marina et Tom, et puis de ce que tu as pu voir dans les projets portés pour Capucine? Ouais, moi, alors déjà, tu parlais du fait que on pouvait, enfin, il fallait que le marché soit mûr, enfin, surtout que les innovations arrivaient très rapidement après, enfin, le copycat arrivait très rapidement dans les autres pays. Moi, l'exemple de mon plus gros concurrent aux États-Unis, il s'est lancé en 1920 aux États-Unis. En fait, c'est devenu une institution avec le temps, mais voilà, on a vu émerger quelques petits acteurs en Europe de façon récente, mais tout le monde s'inspire d'un vieux modèle qui existe aux États-Unis depuis les années 1920. Donc c'est pas voilà, il y a des nuances aussi à apporter de ce côté-là. Il peut y avoir des projets qui existent depuis bien plus longtemps, et voilà. Et moi, en l'occurrence, c'est un produit qui existe déjà, le vinaigre de cidre. Tout le monde sait ce que c'est en France. Hein. C'est juste une question de repositionnement, nous pour le coup, et de changement, un peu d'éducation, de changement. J'aime pas ce mot-là, mais ouais, de changement des consciences, de se dire, ben, le vinaigre de cidre, ça peut être comme de la villageoise et un Saint-Émilion. En fait, tu peux avoir différentes qualités de produits qui portent le même nom, mais qu'on n'avait pas en France. Et voilà. Et ça, c'est un truc qu'aux États-Unis, qui existe depuis très 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 longtemps, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, par rapport à ça, ce vinaigre de cidre qui existe depuis longtemps partout, mais une tendance plus récente aux États-Unis, justement, où ça a été associé. C'est un produit qui est devenu quasiment un peu tech, hein, qui est revenu un peu dans la Silicon Valley, etc. Et que cette vague, c'est peut-être moins le vinaigre de cidre de 1920 qui inspire, mais cette vague d'intérêt renouvelé dont tu t'inspires peut-être. Ouais, alors quand je parle le vinaigre de cidre, ça existe depuis des millénaires, hein, mais quand je parle de 1920, c'est le positionnement santé du vinaigre de cidre. Et en fait, ouais, tu as raison sur le fait qu'il y a eu un gros engouement là ces dernières années, parce que c'est très californien, c'est très à la cool, tendance, prendre soin de soi naturellement, etc. On y est revenu. Mais le positionnement de base, il existait déjà. Et ouais, c'est un halo. Enfin, on a mis les projecteurs là plus récemment sur c'est devenu la mode, mais ouais, c'est là où tu as raison, c'est qu'effectivement, nous, les copies européennes qui sont arrivées sur le côté lifestyle du vinaigre de cidre sont vraiment arrivées là ces dernières années. Ça, c'est une certitude. Oui. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est de voir que le fond du sujet peut être extrêmement ancien. Tu disais millénaire, c'est qu'en fait, il y a une tendance, bon, c'est un peu comme les modes, hein, il suffit de sortir dans la rue et on a l'impression de revivre 1995. Donc, il y a un retour à certaines choses avec matinée d'une nouvelle tendance. Et ouais, je pense que Tom illustre ça aussi d'une certaine manière, non? Et je pense aussi, parce que voilà, tu donnais cet exemple de ce produit centenaire, finalement réadapté avec des saveurs du jour. Oui, bah, complètement. Je pense qu'il y a un vrai sujet de timeline, de par en fait aussi l'environnement externe. Quand on regarde ces solutions, je pense que cette solution en question un peu historique des litinés, je pense qu'elle a disparu parce qu'entre-temps aussi sont apparus tout le phénomène des bouteilles en plastique, avec le fait qu'on achetait son pack d'eau pétillante finalement en voiture et c'était pratique et compagnie. Et donc là, on aperçoit qu'il y a un mouvement un peu inverse. On quitte progressivement les supermarchés, en tout cas les voitures et ces modes de consommation. Et je pense que ça peut être justement cette opportunité-là d'aller chercher. Donc je pense qu'il y a un vrai aspect de timeline. Quand on regarde globalement, et ça rejoint, je pense, un peu ce que tu introduisais aussi dans ta présentation, c'était l'idée de l'artiste nous apprendre ce qui était là avant. C'est très rare qu'un concept n'existe pas du tout. Typiquement, nous, on est sur deux choses. C'est le fait de transformer son eau du robinet en eau pétillante. Bon, on le voit via les litinés qui existaient dans les années 1900, mais SodaStream, tout bêtement, ça a aussi été créé dans les années 1900. Donc, ça date pas d'hier. Et il y a un deuxième point, finalement, qu'on pourrait croire plus récent, qui est le sujet des eaux fonctionnelles, qui est un peu aussi un segment sur lequel on est finalement parce qu'on apporte des bienfaits sur la santé.
Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de choses comme par exemple Waterdrop ou d'autres eaux fonctionnelles comme au Japon où ils font des eaux à l'hydrogène ou des choses comme ça qui sont censées apporter des bienfaits sur la santé. On pense qu'on pourrait croire que c'est quelque chose de finalement très récent comme concept. Et quand on regarde historiquement, c'est pareil, en fait, les eaux fonctionnelles, ça existe depuis très longtemps. Début du XXe siècle, on avait déjà ces promesses d'additifs qu'on ajoutait à l'eau et qui allaient leur donner des vertus sur la santé. Les lithinés, c'était pour traiter la goutte, mais il y avait d'autres solutions qui permettaient de favoriser l'hydratation ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une histoire d'évolution et de timeline qui est ultra importante, avec toujours un phénomène de cycle, alors plus ou moins rapide, comme tu l'évoquais. Là, on est sur des cycles plutôt longs, mais en tout cas, je pense que oui, le temps est ultra important dans ces notions de copycat. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit dans le cas de Marina et Tom, c'est que les produits sur lesquels vous travaillez, il y a une sorte de similarité dans le fait que, dans ce que vous avez dit en tout cas, c'est que c'est des produits on les voyait comme des moyens de traiter un problème. Et ce que je trouve extrêmement positif, mais ça c'est parce que j'ai un biais là-dessus, c'est qu'aujourd'hui on les voit comme des moyens d'éviter ou d'anticiper potentiellement. Donc ça c'est quand même une nouvelle approche qui est et là, c'est plutôt ma notion de vague, mais on voit que cette approche-là, de dire aux Français moyens, vous devez consommer ce produit sous une forme d'assurance face à un risque futur, ça, c'était quelque chose qui était peut-être compliqué il y a quelques années, mais que maintenant, les gens font le lien santé égale individu, égale alimentation, égale je prends soin, égale je dépense un peu d'argent dessus. Donc ça, c'est on va dire des choses que je trouve très intéressantes. Peut-être toi, Capucine, est-ce que tu avais des retours sur ces sujets, cette présentation, des points soit que tu trouves notables, soit peut-être à critiquer, dans ce cas-là, avec grand plaisir pour en discuter. Non, je suis plutôt d'accord par tout ce que tu as dit et merci pour ta présentation. Je suis vraiment d'accord sur la notion d'adaptation. Enfin, il faut vraiment s'adapter parce que c'est pas dire on va prendre un produit qui a marché par exemple aux États-Unis et dire je vais le copier tel quel pour les Français parce que ça marchera pas. Enfin, je pense en tout cas, voilà, on n'a pas quand même le même mode de consommation, les mêmes goûts. Donc c'est vraiment la notion d'adaptation qui est hyper importante. Là où je nuancerais peut-être un peu plus, c'est sur quand tu dis 6 mois maximum 6 mois pour mettre sur le marché. Voilà, je pense que c'est vraiment quand tu as vraiment une recette que tu copies, colles sans faire du tout d'adaptation. Mais voilà, c'est déjà si au moins la recette un peu a changé, t'en trouver un centre technique, faire des tests de vieillissement, tout ça. C'est vrai que ça me paraît hyper ambitieux de dire 6 mois pour le développement et mettre sur le marché. Disons une ambition, mais c'est toujours pour mettre un rythme. Voilà, parce qu'il y a je pense que ce qu'il faut éviter, c'était la question qu'on nous posait tout à l'heure sur le taux d'échec, etc. C'est que le principal facteur d'échec, c'est une sorte de je ne sais pas comment le qualifier, mais de gens qui s'assoient et qui attendent un peu voilà, que ça arrive. Parce qu'on peut longtemps attendre. En effet, si on envoie un mail et qu'on attend que le centre technique vous réponde et qu'on ne fait rien en attendant, on va rester assis très longtemps. Quoi. Donc, tout à fait. En plus, c'est un marché où il y a quand même très peu de barrières à l'entrée. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut aller vite quoi, avec le premier ou le second d'ailleurs. C'est quasiment ma volonté, c'était de faire peur ou de montrer qu'il faut être dynamique, il faut avoir de l'énergie à revendre, parce qu'en effet, il va falloir faire 1000 métiers. Marina et Tom pour en témoigner. Il faut aller vendre, il faut aller se mettre dans des magasins. Enfin voilà, faut pas avoir peur, quoi. Donc, mon but était de faire peur. Et du coup, d'ailleurs, c'était la question que j'avais peut-être pour toi, Capucine, c'est à quel point, du coup, comment est-ce que vous jugez l'importance de l'originalité de l'idée? Est-ce que vous regardez de votre côté pour savoir s'il y a déjà des copycats, s'il y a déjà l'idée, elle existe ailleurs, etc. Parce qu'on peut aussi se retrouver assez souvent confronté, je pense que c'est votre cas, à des entrepreneurs qui arrivent, vous dites j'ai l'idée de l'année, et en fait vous voyez, non mais en fait l'idée elle est cool, mais elle existe déjà 1000 fois, quoi. Nous, pour être incubateur alimentaire, il faut vraiment avoir un caractère innovant. On ne dit pas que ce n'est pas des innovations de rupture forcément. Il peut avoir, par exemple, là, je vais prendre l'exemple d'Olifat. C'est des produits pour sportifs à base de beurre de noix, ce qui existe déjà, par exemple, aux États-Unis. Donc, il y en a, mais par contre, sur le marché européen, il n'y avait pas du tout de produits comme ça, de produits cétogéniques pour les sportifs. Donc voilà, on peut dire d'un sens c'est un copycat. Est-ce que c'est innovant ou pas? Après, l'innovation, ça dépend aussi un peu d'où on parle.
C'est vrai qu'en agroalimentaire, le côté innovant est toujours difficile à mettre en avant parce qu'on va dire il existe déjà sur d'autres marchés ce type de produit. Mais donc, il y a quand même, nous, un caractère innovant. On fait une analyse de la concurrence aussi. On demande ça. Et après, on a aussi un comité d'engagement qui juge aussi du côté innovant avec des experts de l'innovation. Oui, c'est en effet important de situer ça et parfois de challenger les entrepreneurs. Peut-être pour Marina et Tom, vous l'avez mentionné, il y a des produits qui existent, qui sont soit des concurrents, dans le cas pour Tom, avec des Waterdrop, des SodaStream, donc assez proches, et même pour Marina, finalement, on parle de vinaigre de cidre, mais il y a des produits équivalents, ou du moins en termes de promesses. Aujourd'hui, on parlait de nutraceutiques, de compléments alimentaires, etc. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces marchés qui sont super foisonnants, enfin, il y a des idées dans tous les sens, et comment vous vous dites, comment est-ce que je me fais une place, et comment je vais expliquer aux consommateurs, à des investisseurs, à des incubateurs, en l'occurrence, que j'ai une valeur unique. Peut-être Marina en premier. Oui, alors il y a plusieurs choses. Donc déjà, il y a partant de mon histoire personnelle, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans mon parcours, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, d'industriels qui arriveraient sur le marché. Voilà. Et puis, on a une conscience écologique et une volonté de valoriser les personnes avec qui on travaille, ce que les autres ne font pas forcément. En fait, la matière première, pour nous, elle est très importante. On sait qu'il y a des enjeux écologiques majeurs, faire travailler, préserver les petites exploitations avec lesquelles on travaille, tout ça. Ça, c'est notre ADN, elle est marquée par l'histoire que j'ai avec le produit et par l'envie sincère de faire du bien et de valoriser les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, nos concurrents ne font pas spécialement. Et puis, on casse les codes aussi de l'existant en proposant un packaging complètement différenciant. Mais ça, tu peux me dire, on le copie assez facilement. Mais voilà, sur le vinaigre brut, sur les boissons, la grosse différence qui va être par rapport à d'autres boissons fonctionnelles type le kéfir ou le kombucha qui aujourd'hui sont nos plus gros concurrents sur le marché français, c'est déjà nous on n'est pas pétillant, on apporte quelque chose de nouveau quand même. On a des goûts qui sont différents, etc. Voilà. D'une façon, pour résumer, c'est surtout notre histoire et notre ADN et ce qu'on veut faire avec les producteurs. Et Tom ? Il y a plusieurs aspects. Je pense que, en effet, je rejoins Marina d'abord sur l'histoire et le vécu qui nous a amené à arriver à cette solution-là, les constats qu'on a pu faire qui sont propres à chacun et qui vont influencer la façon dont on va répondre à la problématique. Ensuite, en tout cas pour notre part, je pense qu'il y a aussi à un moment donné peut-être se concentrer sur un segment de marché, un segment de consommateurs vraiment particulier qui va permettre de peut-être apporter, répondre à une peine qui est vraiment ciblée plutôt que d'essayer d'aller de viser un grand marché. Finalement, nous, on a une promesse qui pourrait toucher beaucoup de personnes, c'est une hydratation plus saine pour le consommateur et pour l'environnement, mais on cherche plutôt un segment de marché bien spécifique auquel on répond finalement avec un produit particulier. La différence, par exemple, pour répondre à la question de Caroline, sur une différence avec un Bubble It qui propose aussi des sachets qui permettent des préparations qui permettent de faire pétiller l'eau. Vraiment, nous, on a souhaité aussi mettre au cœur du projet la santé du consommateur et donc apporter des bienfaits et avoir une eau qui soit vraiment fonctionnelle et nutraceutique avec des extraits de plantes où vraiment, voilà, on va apporter des bienfaits détox, énergisantes, déstressantes grâce à des extraits naturels. Donc ça, c'est un des premiers points. On peut aussi aller se différencier sur les saveurs, le type de saveur, des choses peut-être plus originales, différentes. Et enfin, après, c'est sur le sourcing aussi. Et ça va répondre à un point de Mathieu sur la vitesse aussi. Et que je rejoins ces Capucines sur le fait que ça peut être plus long que 6 mois. Ça va peut-être aussi dépendre de la manière dont on s'inspire des produits. Est-ce qu'on va aller chercher le gros fournisseur qui a la réponse évidente ou est-ce qu'on va se faire mal pour aller cibler peut-être des plus petits fournisseurs, des choses plus compliquées, mais pour avoir un produit peut-être plus qualitatif. Voilà, nous, par exemple, on a pris le parti de sélectionner des ingrédients au plus proche de la France, là où on aurait pu gagner énormément de temps, prendre des fournisseurs de matières premières qui viennent de Chine, qui nous font gagner plus d'argent, et ça va très vite.
on préfère se faire mal en cherchant des solutions qui sont en Europe, qui sont peut-être un peu moins grosses, un peu moins évidentes, mais qui répondent encore mieux à la problématique consommateur, en tout cas, et à ce qu'ils attendent de nous. Oui, et encore une fois, je pense que dans la notion de vitesse, il y a un point, parce que ça va rejoindre la question que je voulais poser, mais après, de réalité et de ressenti. Et il est extrêmement important de donner l'impression d'être un rouleau compresseur. Ça, je pense que c'est une clé. Et j'arrête pas de le répéter aux entrepreneurs. Il y a la réalité de la vitesse, il y a les 6 mois réels, mais il y a surtout les 6 mois ressentis. Et en fait, il faut que vous donniez l'impression que ça prend 6 mois, même si ça prend 1 an ou 1 an et demi. Et ça, c'est super important. Déjà, parfois, il faut effacer toutes les étapes de recherche. Non, on vient de se lancer maintenant. Voilà, donc on a oublié toutes les étapes de recherche. Et puis, c'est toujours, oui, on a une nouveauté. Oui, on a avancé. On a fait ça, et là, on a fait ça, et puis on est en train de faire 15 choses en même temps. Parce que ça, c'est un extrêmement bon moyen de dissuader d'autres gens de se lancer. Si on donne cette impression d'avoir son petit site internet avec sa news Facebook postée toutes les 3 semaines, où on est en Charlotte dans un labo technique, là on se dit bon, bah ça avance pas vite, quoi. C'est pas pour demain. Mais il faut insuffler, alors parfois ça fait partie du jeu de l'artiste, l'impression que les choses avancent, même si on est bloqué. Il faut donner l'impression et se dire bon, ouais, moi j'ose pas me lancer, quoi. Ça, je vais me faire écraser. Ils ont l'air d'avancer à un rythme, ces gars. Voilà. Donc ça, c'est aussi, et voilà, c'est encore une fois, là c'est un vrai art, c'est donner l'impression d'avancer, même quand on fait du surplace. Et ça rejoint le point sur lequel je vous interroger, c'est comment est-ce que Marina, Tom, et puis d'une certaine manière Capucine, mais vu du côté incubateur, vous communiquez ces idées à des partenaires de distribution et notamment des investisseurs. Est-ce que l'existence de marchés significatifs aux États-Unis, dans d'autres pays très proches, permet de justifier l'intérêt et de leur dire prenez un risque avec nous? Peut-être Marina, pour commencer. Ouais, complètement. En fait, même moi, hein, quand je me suis lancée, ça m'a beaucoup rassurée de savoir qu'il existait un marché. Pour les investisseurs, c'est pareil. Parce que ce qu'on me dit, tu parles du vinaigre de cidre, il y en a 14 dans les rayons, etc. Qu'est-ce qui va faire que toi, le fait de positionner différemment, ça va fonctionner. Heureusement qu'on a ces concurrents-là qui montrent que la voie est ouverte et avec des chiffres super importants. Et ouais, je reviens juste au niveau du timing. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur Archive. On a lancé avec le produit brut et en fait, ça fait 2 ans de R&D pour des boissons qui vont sortir. Donc, pour des investisseurs aussi qui voient que on a passé du temps à faire quelque chose et que là, on a testé le marché. En fait, la difficulté que j'avais quand j'ai lancé Archive, c'est que je me suis dit, je vais partir de ce qui existe, je vais proposer une nouvelle valeur à partir de produits qui existent déjà aux États-Unis. Donc moi, j'étais déjà dans les boissons de ce que font les Américains aujourd'hui, alors que même, on n'avait pas encore testé le marché du vinaigre brut et du repositionnement du vinaigre. Donc, avec les investisseurs aujourd'hui, ce qui rassure, c'est qu'on a déjà un marché qui existe aux États-Unis, on a testé le marché en France et on est prêt pour l'innovation produit des boissons. Donc, évidemment, c'est vraiment rassurant de voir ça et d'avoir ces chiffres-là. C'est une certitude. Tom ? Écoute, ouais, il y a quelque chose de. Alors, c'est toujours un peu stressant de se dire qu'il existe des solutions qui sont similaires, en tout cas qui répondent plus ou moins de la même façon, mais finalement, je pense qu'il faut le voir comme plutôt quelque chose de rassurant. Je pense que tu le disais, quand on parle de quelque chose où il n'y a rien du tout, c'est que soit on est un génie, soit il y a un problème. Je pense que voilà, moi je trouve ça vraiment rassurant de se dire, ok, on n'est pas complètement fou si on est plusieurs à répondre un peu de cette façon-là. Il faut aussi se dire que finalement aujourd'hui nous on a une solution qui est pas franchement utilisée pour l'instant en masse sur le marché, et de se dire qu'on est plusieurs à essayer de transformer l'habitude du consommateur de
plutôt que d'acheter une bouteille d'eau pétillante ou une bouteille de boisson pétillante, la faire soi-même avec différentes solutions. C'est plutôt aussi, ça peut être une bonne chose aussi d'être plusieurs à changer ses habitudes. Donc je pense qu'il y a un vrai côté positif à être plusieurs sur le sujet. Après, il y a peut-être une notion de barrière à l'entrée où il faut faire attention. Il y a des choix à faire, il y a des systèmes. Est-ce qu'on dépose un brevet ou pas? Ça peut être des questions à se poser aussi, qui permettent peut-être de prendre une avance ou de se démarquer. Il y a des choses comme ça. Par exemple, nous, je sais qu'on a pris le parti pris de pas forcément déposer de brevet parce qu'il y a une question de qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que le brevet a vraiment un intérêt ou est-ce que finalement il va plutôt être plutôt marketing, en tout cas de se dire est-ce qu'il a vraiment un vrai poids ou pas, et donc des fois vaut mieux ne pas déposer de brevet mais garder sa recette plus ou moins secrète ou son savoir-faire ou sa petite touche un peu personnelle qui va faire que le produit est différent secrète plutôt que de le protéger. Voilà. Et ça peut être en tout cas ces différentes pistes pour justement rassurer mais aussi être rassuré de par l'existant. Et du coup, Capucine, comment, peut-être avec le point de vue de l'incubateur, tu parlais des 50 projets accompagnés, utiliser le fait que des choses existent peut-être dans d'autres marchés, soit pour rassurer ou convaincre, et des partenaires distributeurs ou des investisseurs? C'est plutôt rassurant. Ça leur montre que le modèle a été éprouvé, qu'il fonctionne par ailleurs. Par contre, c'est vrai que les investisseurs, ils aiment vraiment bien quand il y a un brevet, en tout cas les investisseurs français, parce que ce modèle-là, c'est de se dire, comme tu pouvais le dire, s'il faut aller vite et si c'est copier vraiment une recette, l'adapter, ce qui veut dire, c'est avoir une marque forte et avoir un gros budget de communication et de marketing. Et c'est vrai que les fonds, souvent, investir sur de la com, c'est pas leur truc, quoi. Ils préfèrent se dire, voilà, j'investis sur une entreprise qui a un petit brevet. Après, c'est vrai qu'en agroalimentaire, c'est quand même pas évident de faire parler les brevets. Enfin, une recette, c'est pas brevetable. Il faut vraiment aussi voir les procédés. Et après, breveter, c'est un choix à faire. On se dévoile aussi un peu. Et c'est un moyen de faire de la communication aussi. C'est un moyen de faire de la communication, et je te rejoins sur le fait que trouver des fonds pour un projet qui ne produit pas, donc c'est-à-dire qui n'a aucune barrière à l'entrée, c'est complexe, c'est assez complexe, et en général c'est plutôt des levées de business angel, ou de gros business angel, que de fonds, ou alors avec des fonds étrangers. C'est vraiment un truc, ou alors des family office. Mais en tout cas, le fonds traditionnel VC français a beaucoup de mal. Il y a cette question de barrière à l'entrée, et à un moment, on peut le tourner dans tous les sens, mais il y a des projets où il n'y a pas de barrière. Où là-bas, il y a une marque et c'est tout, quoi. Et c'est une capacité d'exécution, mais soit on trouve que c'est une barrière, soit pas, quoi. Peut-être, est-ce que le public a d'autres questions pour les intervenants de la table ronde? Je ne sais pas si tu as vu des choses, Pierre-Louis. Non, c'était ce que j'allais dire. N'hésitez pas maintenant, si directement aux intervenants vous souhaitez avoir plus d'infos, des questions spécifiques. Il nous reste encore quelques minutes. Là, pour l'instant, j'ai pas de retour, mais n'hésitez pas en tout cas. Je vois une question tout à l'heure qui était sur le CBD en France. Alors, je ne l'ai pas noté dans les 5 idées à copier parce que c'est encore compliqué, parce que c'est pas interdit. En fait, c'est pas interdit parce que c'est pas autorisé, parce que juste que personne n'y a pensé à le mettre personne n'a encore pensé à l'interdire. Voilà. Surtout ça, c'est ça le sujet. Mais en France, comme on est rapide pour penser à interdire les choses, ça peut être un problème. Donc, on a le droit de commercialiser des choses avec du CBD. C'est un marché, c'est incroyable. Vous mettez une chèvre, vous lui écrivez CBD et vous la vendez en ligne, vous faites sold out en 1 heure. Donc, vous mettez un Jackie, il a une pizzeria, il dit qu'il fait ses pizzas au CBD, il y a une queue de plusieurs heures devant. Le sujet est incroyable parce qu'il touche, parce qu'il y a la mystique du cannabis, de toute façon, et ça touche toutes les classes sociales et des classes d'âge assez larges. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans du complément alimentaire, et c'est déjà bien exploité, hein. Le complément au CBD, il y a du monde. Donc, il y a encore beaucoup de choses, notamment la boisson au CBD, qui a exploré en Europe. Donc, nous, c'est un sujet sur lequel on croit beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a une sorte de couperet légal qui
qui oblige quasiment à créer la société dans un autre pays que la France, parce que sinon, même si le marché est français, sinon ça peut causer des problèmes à court terme. Et une question intéressante sur comment tester son produit et son concept. Du coup, on peut demander à Marina, Tom et puis aussi Capucine pour d'autres exemples. Comment vous avez testé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, Marina, tu avais ton vinaigre de cidre, les premières formulations, les boissons, et Tom, les premiers sachets, comment avez-vous organisé les tests? J'allais dire en dehors de la famille et des amis. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à avoir des retours objectifs? Oui, alors déjà pour tester le concept, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de lancer les boissons qui coûtent cher, on avait fait la R&D, mais bon, entre la R&D et le lancement, voilà, il faut la financer, la production. Donc avant ça, on a testé le concept en lançant le produit brut qui était moins cher et qui nous permettait de voir s'il y avait quand même un engouement sur le sol français, comme je l'imaginais, sur le vinaigre de cidre. Donc déjà, sortir un premier produit, voir ce que ça donne, avoir une base de clients déjà. Et ensuite, parmi nos clients, on a vu, en l'espace de 6 mois depuis notre lancement, des personnes qui revendaient et qui recommandaient, des personnes avec qui on avait plus d'interactions. Donc là, on a fait notre base de, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, un petit groupe qu'on a identifié comme étant nos clients à qui on pourrait faire tester nos boissons. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a des retours sur le goût, où on leur pose des questions sur le packaging, et voilà, on a des retours clients au-delà et plus objectifs que ceux de nos familles ou nos amis. Et ça, c'était super précieux d'avoir cette porte d'entrée par un premier produit qui était moins onéreux pour le lancement et qui nous permettait de capitaliser sur une communauté qu'on avait déjà un petit peu bâtie, quoi. Tom, sur ce retour et ses expériences avec des premiers clients. Déjà, je pense que alors la famille, les amis, c'est déjà le premier point pour tester. Nous, au tout début, c'est ce qu'on a fait quand on avait vraiment les pires versions, où on avait vraiment des choses imbuvables parce que c'était les 3 premiers essais. Donc c'est à ce moment-là où même Geoffrey, mon associé, je pense que je sais pas comment il a pu se lancer avec moi dans le sujet parce que c'était vraiment imbuvable. Et une fois qu'on commençait à avoir quelque chose de plus correct, l'avantage, nous, c'est qu'on a finalement, au début, c'était de l'eau pétillante. Et donc, on faisait des dégustations à l'aveugle. Donc, déjà, le biais de la famille a un peu disparu parce qu'on mélange plein de boissons différentes. C'est le même verre, donc difficile de dire on va être sympa, on va dire que celle-là, elle est meilleure ou pas. Donc ça a été la première façon de le faire. La deuxième façon, ça a été de rencontrer des personnes plutôt du milieu. On a été accompagné par des personnes spécialisées dans le bio ou alors des personnes qui ont une carrière pour des marques d'eau, par exemple, qui sont un peu rompues à l'exercice. Sur lesquels on les a fait tester avec une vision objective. Et le troisième point qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé en partenariat avec des écoles d'ingénieurs pour aussi améliorer notre solution, travailler sur les propriétés nutraceutiques et notamment une école en agronomie qui possède aussi un laboratoire d'analyse sensorielle avec donc des inconnus qui viennent faire participer à des essais et donc qui note le produit parmi différentes autres solutions et qui donc permet d'avoir justement un rendu un peu objectif, quantifiable sur un panel de personnes sur comment est perçue notre solution. Donc, à la différence de Marina, on n'a pas encore commencé la commercialisation, donc on ne peut pas dire que l'exercice est fait à 100% parce que on n'a pas encore de personnes qui l'ont acheté, mais on a beaucoup de personnes par contre qui l'ont testé et sur lesquelles on a un quantifiable. Ok. Et peut-être, Capucine, d'autres peut-être suggestions dans l'incubateur, comment bien tester et avoir du retour? Il faut aussi, ça peut être un autre moyen, c'est créer une communauté justement et faire tester ses produits, un peu ce que Marina a pu faire aussi. Et après, c'est des magasins de test, que ce soit GMS ou GSS, quelques magasins. Et le meilleur test, c'est de voir le réachat, en fait, c'est l'attraction du produit. Ouais, d'être rapidement dans un magasin test avec un adhérent et pas forcément national, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, rester quand même à petite échelle. Voilà, comme ça permet aussi de faire des rajustements de produits, de voir si est-ce que le marketing est bon, la communication, est-ce que le produit plaît. Après, c'est de se dire, voilà, s'il n'y a pas de réachat, c'est qu'il y a un souci. Il faut peut-être adapter la recette. Et, c'est qu'il y a un souci. C'est le meilleur test, je pense, voir s'il y a du réachat. Très bien.
Une dernière question, je ne sais pas si on a beaucoup de temps sur le prix, comment définir le prix de votre produit. En tout cas, je donnerai moi ma vision des choses. Il y a deux étapes. Hein. Vous avez constitué le produit tel que vous aimeriez le faire. Vous vous dites, si je prends un minimum de 60-65% de marge brute dessus, ça m'amène à ce prix-là. Est-ce qu'à ce prix-là, quelqu'un l'achète? Voilà. Et du coup, si j'arrive à la conclusion que non, du coup, c'est que j'ai un problème. Et du coup, soit je révise la manière dont je fais le produit, soit j'arrête. Ou alors je construis un marketing qui permettra de vendre à ce prix-là. Mais une bonne manière, c'est quand même de juste prendre combien ça coûte et de mettre une marge standard et on arrive à un prix. Et ensuite, évidemment, s'il y a une concurrence à côté qui est 2 fois moins chère, il faut savoir, est-ce qu'on peut justifier la différence? Mais peut-être rapidement les avis de Marina et Tom sur cette notion de définition prix. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, le coût de la matière première, c'est un bon indicateur hein, en fonction de ton positionnement. Nous, c'est des bouteilles qui sont faites en France. Notre vinaigre, il est vieilli naturellement. Donc, c'est sûr, tu vas en trouver 3 balles au supermarché. C'est même pas ce que ça nous coûte. Donc, évidemment, c'est quand même la base. Et puis après, comme tu dis, comment tu arrives à justifier la différence avec tes autres concurrents et est-ce que cette justification, elle plaît? Et puis voilà, est-ce que tu as des clients qui rachètent au même prix et c'est des bons indicateurs tout ça. Je dis toujours, j'habite pas très loin d'une des 2 grandes épiceries à Paris. Il y a des bouteilles d'eau à plusieurs dizaines d'euros, donc on peut tout justifier. Ouais. Et Tom, du coup, peut-être sur cette définition du prix. Ouais, je rejoins parfaitement, un peu comme Marina, le fait de sélectionner vraiment des produits ultra qualis qui nous amènent à un prix qui est plutôt élevé. Après, si on le compare par exemple à une eau pétillante, acheter une eau pétillante du commerce, oui, c'est un peu plus cher. Maintenant, on a c'est le sujet aussi, c'est peut-être de se dire qu'on répond pas à tout le monde, on répond pas à celui qui va acheter son pack de Perrier au supermarché, mais on répond à quelqu'un qui a une vraie problématique de s'hydrater plus sainement et à la fois pour lui et pour l'environnement. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, ils ont peu de solutions, il y a peu de choix, et donc ils sont peut-être prêts à mettre un peu plus d'argent pour avoir quelque chose qui résonne vraiment avec leurs problématiques. Et donc, c'est un peu notre positionnement. C'est peut-être qu'on a peut-être un positionnement un peu plus premium, mais on estime pouvoir répondre à des problèmes qui en valent la peine en tout cas. Et comme tu le disais, voilà, il y a des bouteilles d'eau qui coûtent beaucoup plus cher. Et il y a beaucoup de gens qui les achètent parce que ça répond à une problématique bien spécifique de ces personnes-là. Et que peut-être que ceux qui vendent la bouteille 10 €, ça leur importe pas de toucher tout le monde et que ces gens-là leur suffisent largement. Donc voilà, peut-être bien définir son segment de marché, quoi. Tout à fait. Et Capucine, sur ces notions de prix, parce que c'est souvent, je pense, un sujet pour beaucoup de startups, et notamment parce que et Marina et Tom l'ont effleuré, on parle de nouveaux produits, en fait, c'est vrai qu'on est rarement dans l'accessibilité jusque-là. Oui, c'est ça. Et vraiment au début, en plus, voilà, les prix sont toujours au-dessus du marché. Enfin, il y a quand même une innovation. Donc, c'est vrai que l'innovation se paye aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et un point, je pense qu'il ne faut pas négliger, parce on a parlé de prix. Une notion clé, c'est quand on parle surtout de start-up, c'est le repeat. Parce que on peut tout vendre à n'importe quel prix une fois, à peu près. Mais la vraie question, c'est pas d'en vendre un, parce que si vous mettez le bon budget Instagram marketing, vous arriverez à le vendre. Peu importe voilà, même si c'est nul, pas bon et tout. Mais la question, c'est le deuxième. Hein. C'est le vendre la 2e, 3e et 4e fois. Et c'est ça la vraie clé. Et donc, il faut aussi concevoir le produit, d'ailleurs sa taille et tous ses aspects, pour qu'il y ait un repeat qui soit relativement fréquent. Parce que si vous faites un produit extrêmement généreux et très cher, vous allez le vendre une fois, mais son problème, c'est qu'il sera très gros et du coup, les gens vont mettre longtemps à le consommer, ils vont vous oublier. Et du coup, ils ne vous rachèteront pas. Donc, il vaut mieux parfois perdre un peu d'argent, faire un peu plus de packaging pour qu'ils vous rachètent de manière plus fréquente, pour que vous soyez dans un coin de leur tête. Donc, le prix, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école de commerce, savoir que ce n'est pas un élément isolé. Il faut le prendre dans son ensemble avec la manière dont on va communiquer, la forme du packaging, etc. etc.
Je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire, Pierre-Louis. Ouais, super, on est dans le timing. On est dans le timing. Je ne sais pas si les intervenants ont peut-être un dernier mot à ajouter ou une adresse pour qu'on aille retrouver leurs produits. Moi, si quelqu'un pouvait créer la pâte à pizza rapidement, ça m'intéresse. Et plus sérieusement, du coup, si vous voulez communiquer, donc mon adresse c'est marina@archi-v.fr et notre site internet archi-v.fr. Voilà. Et notre projet d'innovation sur lequel on travaille vraiment depuis 2 ans, parce que là, on vend que le produit brut, mais la vraie innovation, elle est sur les boissons. Ça sort très, très prochainement. Et voilà, on a hâte de se lancer sur le marché avec nos boissons. On y croit fermement. On sait qu'elle est, qu'il y a une vraie utilisation et que ça répond à beaucoup de problématiques. On est les premiers pour l'instant sur le marché. On espère le rester longtemps. Mais voilà, pas mal de nouveautés vont arriver. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Tom, dernier mot. Oui. Ouais, pardon. Du coup, écoutez, alors moi, c'est pour rebondir sur les pizzas au chou-fleur, moi, c'était plus les glaces allégées. Je suis un grand fan de glaces et donc mention spéciale si on arrive à faire des glaces décomplexées. Je suis preneur. Sinon, pour Soup, nous, globalement, on va lancer très prochainement une campagne de crowdfunding. On a peut-être évoqué le sujet, mais ça peut, voilà, c'est comme ça aussi, nous, qu'on pense aller chercher notre marché. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, soit sur notre site internet DrinkSoup, soit sur les différents réseaux. Et si vous souhaitez échanger, avec grand plaisir, je vous laisse mon adresse mail dans le chat, mais c'est tom.bertrand@drinksoup.fr. Écoutez, merci à tous, merci aux organisateurs et à vous d'avoir participé. Et n'hésitez pas. Merci. Et peut-être Capucine, comment suivre les startups de l'incubateur? Voilà, j'ai mis mes coordonnées dans le chat. Et voilà, ne pas hésiter à nous contacter si vous avez un projet sur l'alimentation du futur. Donc, je suis à votre disposition. Je voulais remercier Mathieu pour ton intervention, Pierre-Louis. Voilà, et vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Juste rapidement pour finir, vous retrouvez nos prochains événements sur l'agenda agenda Cluster NSL ou Heure Alimentaire. Donc n'hésitez pas à regarder. Le prochain atelier aura lieu le 22 avril sur la nutrition des seniors. Voilà, donc c'est des événements ouverts. N'hésitez pas à vous tenir informés. Merci encore à tous. J'espère que ça vous a plu. Et donc l'événement est accessible en replay. Voilà, et vous avez les contacts de tout le monde. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout besoin ou questions. Et encore merci à tous les intervenants et bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.